Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'Anecdotes Royales. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'une grande femme qui a marqué notre Révolution française. Une révolution qui va donner l'idée à certaines femmes de prendre position. Et justement, pour parler de cette femme qui va prendre position dans l'histoire et la marquer indubitablement, j'ai demandé à la cofondatrice des Grandes Dames, Manzana Valley, de nous rejoindre. Bonjour Manzana. Bonjour Enzo. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Super, merci d'avoir accepté mon invitation dans les jardins du Luxembourg. Alors je t'ai fait venir ici car récemment j'ai lu un article sur Théroigne de Méricourt. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Alors oui, mais ça reste un petit peu vague. Je sais que c'est une figure intrigante de la Révolution française, mais je ne connais pas tous les détails. Que sais-tu d'elle? Bien, il faut savoir que Théroigne de Méricourt, de son vrai nom Anne-Joseph Théroigne, était une féministe. Elle était une avant-gardiste. Et pour faire simple, elle se battait pour que les femmes existent devant leur père, devant leur mari, devant leurs frères, plus généralement, que ces femmes existent dans la société. Oui, évidemment, parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir un peu comment elle a réussi à faire ça. Parce que, on ne va pas se mentir, la condition des femmes à cette époque-là, c'était vraiment pitoyable. Les femmes dépendaient de leur mari, elles n'avaient le droit de rien dire. Comment elle a su s'impliquer dans cette révolution à cette époque-là? Eh bien, elle s'implique dès les premières phases de la Révolution française. En mai 1789, elle monte à Versailles pour assister au débat des États généraux et du jeu de paume. On sait aussi qu'elle est passionnée de politique, donc elle va se faire pour amis Marat, Camille Desmoulins, Georges-Jacques Danton. On sait aussi qu'elle participe le 14 juillet 1789 à la prise de la Bastille. Et un événement marquant que l'on doit aux femmes de la Révolution française, elle monte à Versailles le 5 et 6 octobre, enfin en tout cas on prétend qu'elle monte le 5 et 6 octobre à Versailles. Et c'est un événement justement que l'on doit aux femmes de la Révolution française. Oui, parce que le 5 et le 6 octobre sont les journées où les femmes se sont rendues à Versailles pour aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Alors il faut savoir que ça a malheureusement donné une phrase à Marie-Antoinette, à tort évidemment, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Alors il faut savoir que Marie-Antoinette était détestée du peuple et de la cour. On l'a surnommée d'ailleurs l'étrangère. C'est ça, on se disait la folle dépensière de Versailles. Exactement. Alors, il faut quand même avouer que les historiens s'accordent à dire qu'elle n'a pas participé aux journées du 5 et 6 octobre. Mais les royalistes de cette époque, pour se débarrasser de cette femme aux idées gênantes, eh bien, on l'accusait d'y avoir participé. Alors, on imagine très bien dans les journaux de l'époque Théroigne de Méricourt décrite avec ses habits, le sabre à la main, montant à Versailles avec toute une cohue de femmes. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, mais ces journalistes royalistes vont même aller plus loin. Tiens-toi bien. Ils vont accuser Théroigne de Méricourt d'avoir voulu attenter à la vie de la reine Marie-Antoinette. Mais alors ça plaît au peuple. Qu'on prétende qu'elle ait voulu attenter à la vie de la reine Marie-Antoinette, ça plaît, parce que ça montre que c'est une femme déterminée. Et donc elle est acclamée dans les rues à Paris. Et donc elle va créer un club pour que ces femmes justement aient encore plus de droits, qu'elle fonde en janvier 1790. C'est le Club des Amis de la Loi, et c'est un club qui se bat pour que les femmes puissent exister. Elle va dire accéder à la loi, c'est accéder à la liberté. Mais bien sûr, elle a d'autres combats, elle va lutter contre la misère et contre la pauvreté. Et comme Olympe de Gouges, d'ailleurs, vous pouvez retrouver un portrait d'Olympe de Gouges sur notre chaîne YouTube Anecdotes Royales, elle va se battre pour une meilleure éducation, pour que les jeunes filles déjà puissent accéder librement à l'éducation, et puis que, de manière générale, l'éducation soit vraiment accessible à tous. Et donc, c'est des idées qui dérangent les royalistes, et elle n'a pas d'autre choix. Fuir. Oui, évidemment. Alors, elle va fuir à Liège, chez le baron de Sélis, qui va la trahir, évidemment, parce que c'est un royaliste. Et donc, il va envoyer à ses alliés des lettres stipulant que Théroigne de Méricourt recrute des révolutionnaires. Alors, il faut savoir que ces lettres ont été interceptées par les espions du frère de Marie-Antoinette, l'empereur autrichien Léopold II. Et que, évidemment, en lisant cela, il va demander son arrestation. Elle va subir un interrogatoire et va clamer son innocence. Elle va dire ces mots: je n'ai pas souhaité attenter à la vie de Marie-Antoinette.
je la respecte parce que c'est une souveraine, mais surtout parce que c'est une femme. Et là, Ça claque, hein. Alors, il faut savoir que faute de preuves, ils vont donc évidemment la libérer. Exactement. Donc elle va rentrer à Paris. Et quand elle arrive sur Paris, elle est auréolée de gloire. C'est une superstar à ce moment-là, Théroigne de Méricourt. Ah oui, parce que elle vient d'être acquittée. Donc on ne peut plus rien lui reprocher. Mais il faut remettre quelque chose dans son contexte. On est 1792 et la France est en guerre contre la Prusse et contre l'Autriche, qui veulent remettre le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette sur le trône de France. Mais Théroigne de Méricourt n'est pas d'accord avec ces idées, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un bataillon d'Amazones françaises pour, je cite, libérer la patrie assiégée, pour la défendre, cette patrie assiégée. Autrement dit, si les hommes ne veulent pas faire leur devoir envers la patrie, eh bien c'est pas grave, nous mesdames, nous allons le faire. Et donc une vingtaine de femmes vont rejoindre les rangs de Théroigne de Méricourt. D'ailleurs, on a des images de ces femmes qui défilent. Et les royalistes, les journalistes royalistes vont bien sûr se moquer de cette vingtaine de femmes qui rejoignent les rangs de Théroigne de Méricourt et donc vont se moquer. Alors il faut savoir que Théroigne de Méricourt avait un style complètement révolutionnaire. Il faut savoir que voilà, elle avait des cols rabattus, des pulls blancs avec des boutons d'acier qui étaient normalement attribués aux hommes qui souhaitaient monter à cheval. C'est ça, c'est des vêtements en fait pour aller à la chasse et pour combattre. Oui, exactement. Puis c'est vrai qu'elle portait aussi des chapeaux à plumes à la Henri IV. Donc forcément, ça faisait une petite différence avec la dame qui était attribuée donc, à la société et au niveau des femmes. Il faut savoir que généralement, elle portait des robes, des jupes bleues, blancs et rouges rayées. Donc c'est vrai qu'il y avait un style qui était assez différent, mais on a bien vu dans l'histoire que plus on est original, moins notre vie finit bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'après ça, elle a eu quand même, je pense, quelques petites embrouilles. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais, quelques petits embrouilles. Et tout commence en fait le 10 août 1792 lorsque le peuple de Paris prend d'assaut le palais des Tuileries. Jean-Gabriel Pelletier, qui est un journaliste de l'époque, prétend, et c'est ce qu'il va raconter, que Théroigne de Méricourt aurait lynché François-Louis Sulot. Et ils vont même aller plus loin, ils vont dire qu'elle l'a massacré de ses propres mains. Alors je ne sais pas si c'était à l'image, mais on imagine facilement le sang partout, c'est vraiment une scène de chaos que l'on vit, au palais des Tuileries. Et pourtant, certains historiens aujourd'hui disent que Théroigne de Méricourt ne connaissait pas François-Louis Sulot et qu'elle n'aurait même pas su que, éventuellement, si elle le connaissait, elle n'aurait pas su l'identifier. Donc, on ne sait pas trop si cet épisode est vrai ou pas. Toujours est-il que après, Théroigne de Méricourt va être, elle aussi, à son tour, victime des tricoteuses. Donc, les tricoteuses, c'est les femmes avec les robes blanches à rayures bleu, blanc, rouge. C'est des femmes qui sont vouées à Robespierre. Et donc, elles vont soulever la jupe de Théroigne de Méricourt et elles vont la fouetter. Voilà, donc elle est devant l'Assemblée nationale, elle est fouettée à nu devant plusieurs personnes, devant plusieurs femmes. Et c'est Marat qui, passant par là, qui va dire non mais mesdames, enfin, laissez-la tranquille, c'est inutile ce que vous faites. Et donc, Théroigne de Méricourt ne va jamais se remettre de cette humiliation en public. Donc, est-ce que c'est de là que vient sa folie qu'on va lui décrire plus tard ? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'en août 1793, elle va être arrêtée et présentée au tribunal révolutionnaire. Et donc, elle risque là la guillotine. Mais son frère, un an plus tard, va venir à sa rescousse et va demander sa mise sous tutelle. On a une première expertise qui dit que Théroigne de Méricourt, vraisemblablement, n'est pas folle. Mais un mois plus tard, le 20 septembre 1794, eh bien, le verdict tombe. On dit qu'elle est folle. Et donc après la Révolution, après avoir subi un mauvais traitement pendant la Terreur, eh bien on imagine facilement que ça a eu un impact sur sa santé physique et sur sa santé mentale. Et ce qu'on sait peu, c'est que Napoléon, enfin un conseiller de Napoléon, en 1808, a fait rouvrir le procès en secret pour savoir si Théroigne de Méricourt était vraiment folle à ce moment-là ou si son frère justement n'en a pas profité pour spolier les biens de Théroigne de Méricourt. Et un petit peu quelque part pour honorer le nom de sa famille en disant, vous voyez, voilà, elle était folle, c'est pas de sa faute, elle n'est pas guillotinée, pardon, elle n'est pas responsable de ses actes.
Oui, évidemment. Après, ce qui peut être intéressant, c'est plus de voir comment en fait ça fonctionnait au niveau des traitements des maladies mentales. Alors, il faut savoir que les conditions étaient déplorables, hein. Ils étaient jonchés d'excréments. Ouais. Il y avait des rats qui couraient partout. Ils étaient attachés. Ils étaient directement mis dans l'isolement, en fait. Et finalement, les personnes qui s'occupaient de l'asile, les propriétaires, s'amusaient à fouetter les personnes qui étaient atteintes de maladies mentales. C'est vrai que moi, ma question face à ces informations, c'est de savoir comment Théroigne de Méricourt, elle a pu en fait s'en sortir et elle a pu résister à ça. Eh bien, étrangement, elle résiste superbement bien à ces mauvais traitements. On sait qu'elle vit nue l'hiver dans sa cellule, qu'elle se verse des grands baquets d'eau sur le corps en permanence à longueur de journée. Alors certains disent que c'est pour laver ses péchés, d'autres vont aller plus loin en disant que non, c'est pour laver le sang qu'elle a sur ses mains, le sang de François-Louis Sulot. Donc voilà, elle résiste très très bien. Et anecdote encore plus peut-être plus tragique, les hommes emmènent leurs femmes, un petit peu comme aux zoos, devant la cellule de Théroigne de Méricourt en leur disant « Voyez mesdames, si vous faites de la politique, voilà comment vous finirez ». C'est tragique de voir une femme aussi talentueuse, aussi engagée au niveau politique finir comme ça. C'est ça, mais tu sais qu'elle va rester en vie quand même jusqu'en 1817, donc jusqu'à l'âge de 55 ans. Donc après, tout début de la Révolution en 1789, elle vit encore 40 ans quasiment. Donc ça reste impressionnant pour les conditions dans lesquelles elle est. Exactement. Et du coup, par rapport à tout ça, est-ce que quand même maintenant, on arrive à avoir une image impactante, que ce soit de ses actions ou d'elle-même en fait, est-ce qu'il y a une image? Eh bien, l'image de Théroigne de Méricourt en fait ne parvient pas réellement jusqu'à aujourd'hui. On connaît bien l'image de Olympe de Gouges, mais un petit peu moins de Théroigne de Méricourt. Pourtant, son engagement au profit du féminisme. Alors, le féminisme, ça n'existe pas, c'est un terme qui a été inventé au 19e siècle, pardon. Donc, on n'emploie pas encore ce mot. Mais c'est une pionnière du féminisme. Et ce qui est marrant, c'est que elle va inspirer d'autres personnes quand même après la Révolution. Elle va inspirer notamment les poètes comme Lamartine, Stendhal, Michelet. Baudelaire lui consacre aussi quelques vers. Et anecdote, est-ce que tu sais qui par exemple figure sur le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, contre le gouvernement de Charles X? Si tu m'en parles, je pense que c'est Théroigne de Méricourt. Et c'est ce qu'on prétend. Cette femme avec cette robe jaune, le drapeau tricolore à la main, la poitrine à l'air et les poils sous le bras. D'ailleurs, tu sais que ça faisait déjà débat à cette époque-là. Aujourd'hui, ça fait encore débat que certaines femmes aient des poils sous les bras. Et ça faisait déjà débat à cette époque. Eh bien, on prétend que c'est Théroigne de Méricourt. Et ouais, bon, je vais te spoiler. En réalité, il n'en est rien. C'est pas vrai. On sait aujourd'hui que ce n'est pas Théroigne de Méricourt qui est sur ce tableau. Donc, elle a laissé quand même un héritage plus ou moins caché. Mais elle a laissé un héritage, et un héritage dont il ne faut surtout pas oublier. Ah non, mais bien sûr. En fait, ce qui est bien dans cet échange, c'est que vraiment, je comprends en fait l'impact de Théroigne de Méricourt, puis ça me donne envie d'encore plus découvrir et d'avoir plus d'anecdotes. Et justement, pour en avoir d'autres des anecdotes et découvrir d'autres femmes, eh bien, vous pouvez retrouver nos portraits consacrés à nos femmes de la Révolution. Donc, on a déjà fait le portrait de Manon Roland, on a fait Olympe de Gouges, là, on fait Théroigne de Méricourt, on a fait aussi Madame Tallien. Et courant de l'été, on aura le portrait, cette fois-ci en podcast et non en vidéo. On aura le portrait de la grande Madame de Staël et de Charlotte Corday. Charlotte Corday qui est très connue, c'est une femme de la Révolution qui a tué Marat dans son bain, le célèbre tableau qui en est tiré. Et je crois que toi aussi, tu parles de femmes de l'histoire. Évidemment. Alors, du coup, vous pouvez me suivre sur le site internet, le Facebook, l'Instagram, le LinkedIn, si vous vous ennuyez. Donc, voilà. Facebook aussi? Ouais. Ok, parfait. Pour les vieux. Donc, ça s'appelle Les Grandes Dames. Super. Donc, vous aurez toutes les informations, bien sûr, dans les commentaires, dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, donc,
de vous abonner aux Grandes Dames, mais aussi sur Anecdotes Royales, donc Instagram, YouTube, etc. Lire nos articles, pas Snapchat, on n'a pas Snapchat, mais vous pouvez lire en tout cas nos articles sur Internet. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'était Anecdotes Royales avec les Grandes Dames. Ciao. Super, merci beaucoup. Merci.